Bonsoir à tous, bienvenue au pavillon l'Arsenal. On est très heureux et très fiers d'accueillir cette année à nouveau la Fondation Palladio. Je salue les deux présidents qui sont là devant moi, Bertrand de Fédot et Philippe Zivkovic. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir et puis ça nous donne l'opportunité aussi de vous dire qu'on fait partie de cet univers de l'immobilier avec un métier qui est autre, qui est celui de la médiation, mais qui est aussi un petit peu celui de la recherche aujourd'hui. Et que vous pourrez découvrir, je l'espère, dans le cadre de nos expositions, de nos conférences, de notre site internet, de nos films, de notre accélérateur qui s'appelle FAIR, et d'autres sujets de recherche qui nous semblent ceux d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain. En tout cas, on travaille sur 4 d'entre eux de façon assez intensive, maintenant depuis 2 ans. Le premier, c'est la question de la matière, au regard de l'épuisement des ressources. Je ne parlerai pas du bois, parce que Philippe le fera bien mieux que moi. Mais on regarde aussi la construction en terre, on regarde la construction en pierre, on regarde la question du réemploi, on regarde plein de sujets pour trouver comment on peut construire mieux et consommer moins. Le deuxième sujet qui nous importe, c'est la question du commun, de savoir comment on va fabriquer une ville de plus en plus nombreuse, mais une ville commune demain. C'est un des grands enjeux, je pense, surtout de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, je pense que même si vous êtes quasiment dans la vie professionnelle pour les 3/4. Je ne suis pas sûr que vous puissiez citer les 13 territoires de la métropole du Grand Paris, encore moins les 131 communes, encore moins le nombre d'habitants et peut-être encore moins la surface. Pourtant, on connaît tous ces chiffres-là sur Londres, sur New York, sur Berlin. Donc il y a un vrai sujet de travailler sur la question du commun et du rapprochement de cet écosystème. Le troisième sujet de recherche sur lequel on travaille beaucoup, c'est la question du logement. Est-ce qu'il y a d'autres façons de produire du logement? Est-ce qu'il y a des pistes qu'on a oublié d'explorer? En tout cas, quel logement faut-il produire demain pour que les gens puissent tout simplement l'acheter et se loger? Voilà, ça, c'est un grand sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit va plutôt à l'encontre de ça, puisque le prix de l'immobilier monte, les surfaces des logements par habitant augmentent, le nombre de logements augmente, y compris à Paris. Aujourd'hui, il y en a 1 362 000 pour 2,2 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on a un ratio logement-habitant de 1,6. On n'a jamais eu dans l'histoire un tel ratio. Et pourtant, il y a une pression immobilière forte, et une attente forte, et des prix qui augmentent. Et enfin, le dernier sujet, mais c'est celui qui préside à toutes nos recherches et à toutes les expositions qu'on fait, comme celle sur la question de la capitale agricole et de l'agriculture urbaine et de l'urbanisme agricole, c'est la question du climat. Le dernier rapport du GIEC annonce plus de degrés en 2050, 4 à 7 degrés en 2075. Il est temps de trouver un moyen pour que le BTP, qui est un des plus gros consommateurs de carbone, d'énergie, un des plus gros producteurs de déchets, celui qui extrait le plus de matériaux de notre sol. Aujourd'hui, le BTP, c'est 20 millions de tonnes de terre excavées par an en Île-de-France. Demain, avec le Grand Paris Express, c'est 43 millions de tonnes en plus. Donc c'est tous ces chiffres-là, il faut trouver ensemble, tous les professionnels, une réponse aux attentes de la société, parce que c'est ça notre but. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est de prendre des sujets simples et essayer de demander aux professionnels quelles sont leurs réponses pour demain, et c'est ce qu'on vous demandera certainement à vous demain, en tout cas je l'espère. Très bonne soirée à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Vous avez vu, il y a pas mal de sujets à traiter. On va être ici pendant une petite heure et demie. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas d'interro et je ne relève pas les copies après cette heure et demie. Je voudrais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue pour cette 10e rentrée universitaire. Alors moi, la rentrée universitaire, quand j'étais étudiant, c'était pas forcément un très très bon souvenir. C'était surtout la fin des vacances. Mais bon, vous avez quand même l'avenir devant vous et vous allez voir, vous aurez le temps de prendre quelques vacances. Je voudrais tout d'abord peut-être introduire le président de la Fondation Palladio et je vais lui demander de venir nous rejoindre, Bertrand de Fédot. Bertrand, un petit mot d'introduction de cette soirée avant qu'on remette les bourses et puis qu'on poursuive ensuite notre soirée. Oui, merci Gaël. Merci Alexandre de nous accueillir une nouvelle fois dans ce lieu que personnellement j'adore. Je trouve que pour faire une manifestation comme cette rentrée universitaire, vraiment nous sommes dans un lieu absolument
dédié à cela. Voilà, les espaces sont libres, on se voit dans une atmosphère complètement détendue. Merci Alexandre de nous accueillir toujours de façon aussi ouverte et en intégrant, je crois, cette manifestation dans votre propre travail du pavillon de l'Arsenal. C'est effectivement la 10e année de la Fondation Palladio et donc la 10e année aussi de cette rentrée universitaire. Chaque année, nous sommes plus nombreux, je m'en réjouis. Et avec le recul, je voudrais quand même vous rappeler pourquoi on a fait cela. Quand on a créé Palladio, il y a donc 10 ans, on avait hésité à faire autre chose. On avait pensé faire un think tank, par exemple. Et plus on considérait la ville, plus on s'interrogeait sur son avenir, plus on se convainquait que c'était probablement le grand enjeu du XXIe siècle, et plus on se convainquait aussi que cet enjeu était imprédictible. C'est-à-dire que les formes de ville sont tellement diverses, les mouvements de concentration urbaine à travers le monde sont tellement puissants que nul n'est capable de faire une prévision sur la ville de demain. Et pourtant, notre choix, c'était de travailler sur la ville de demain. Et donc, fort de ce constat, nous avons pris une décision qui est de se dire, si on n'est pas capable de prévoir la ville, eh bien, à ce moment-là, il faut préparer ceux qui vont faire la ville. Il faut préparer les acteurs de la ville. Et donc, le fil directeur de Palladio a ces différents niveaux d'activité, que ce soit au niveau de ce que vous représentez, c'est-à-dire de la formation, au niveau de l'accompagnement des jeunes dirigeants ou au niveau de la recherche, c'est toujours le même. Il faut attirer des talents, il faut que les métiers qui concourent à la construction de la ville offrent des postes, des jobs intéressants aux universitaires, et il faut que tous ces acteurs se connaissent mieux, échangent leur métier, échangent et croisent leurs regards sur la ville, de façon à ce que ce que nous avons à construire soit davantage imprégné par l'incroyable changement qui est en train de s'opérer dans le milieu urbain. Et donc vous êtes ce soir les représentants de ces jeunes talents qui choisissent d'entrer dans l'industrie de la ville. Je vous en félicite, je pense que c'est un excellent choix. Et quand on regarde un peu en arrière, la première année de la rentrée universitaire de Palladio, les étudiants qui étaient dans la salle représentaient une dizaine de formations, 12 je crois. Ce soir, vous représentez 50 formations différentes. Et cette diversité, vous voyez, elle est intéressante. Ça montre à quel point la construction de la ville requiert des talents qui sont de plus en plus nombreux et qui sont très au-delà de ce qui, au départ, formait à ces métiers, qui étaient l'ingénierie ou qui étaient les formations juridiques ou les formations d'urbanisme. Et donc tous, vous représentez une diversité considérable de formations. Et je voulais dire que ce qui est intéressant, c'est que vous avez en écho une diversité considérable d'entreprises qui constituent aujourd'hui la Fondation Palladio. C'est heureux de voir cela, qu'au fond, il y a une forme de parallélisme entre les formations que vous représentez et les métiers qui peuvent être offerts par les différentes structures qui constituent la Fondation Palladio. Et donc, je me réjouis beaucoup de l'ampleur qu'a pris cette réunion. Je pense que vous allez pouvoir bénéficier de cet accueil des entreprises qui sont appelées à vous offrir des jobs dans lesquels, j'espère, vous trouverez un très bel épanouissement personnel et dans l'intérêt général. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête que tout acte de construction dans la ville impacte l'intérêt général. Et donc, vous allez à la fois choisir des jobs que je pense extrêmement divers, extrêmement intéressants,
et puis vous consacrerez aussi une partie de votre énergie au bien commun. Et je pense que ces deux éléments-là sont à eux seuls suffisamment motivants pour s'engager au service de la ville. Vous verrez tout à l'heure, puisque cette soirée, traditionnellement, est l'occasion de remettre les bourses à ceux qui ont concouru pour recevoir ces bourses. J'ai eu le privilège de les rencontrer avant vous, mais vous allez les voir tout à l'heure. Philippe Ziskovic les appellera un par un. Vous verrez également l'incroyable diversité que représentent les thèmes de recherche qui ont été retenus par ces jeunes doctorants. Je crois que cette diversité, c'est vraiment aujourd'hui la caractéristique de la ville, au point que ces doctorants que vous allez voir constituent en fait un gisement de matière grise, d'intelligence, qui, j'espère, va innerver progressivement tous nos métiers. Et Philippe vous expliquera tout à l'heure comment nous allons accélérer cette perméabilité de nos industries aux changements qui sont devant nous. Voilà, je m'arrête ici avec cette courte présentation. Je vous souhaite en tout cas une très belle entrée dans ces métiers de la ville. Je pense que vous y serez bien accueillis et que vous aurez toutes les possibilités de vous y épanouir. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Je pense que l'introduction à la fois d'Alexandre Labasse et de Bertrand Defedo vous ont fait mesurer le poids des responsabilités qui vous attendent, mais aussi la chance qui vous incombe, parce que vous êtes dans une matière vivante et vous n'êtes absolument pas dans la rente. En tout cas, vous n'allez pas y rentrer. Et on va vous montrer comment et pourquoi. Mais tout de suite, on va passer à notre première séquence de cette soirée et je vais demander à Philippe Zivkovic de bien me rejoindre. Philippe Zivkovic, qui est aujourd'hui coprésident d'une start-up ou c'est plus une start-up, Woodéum? C'est une petite start-up. C'est une petite start-up, après avoir été président de BNP Paribas Real Estate, et qui est aussi, surtout ce soir, le président du comité des bourses de la Fondation Palladio, pour nous présenter les lauréats de la promotion 2018. Peut-être avant un petit mot sur la campagne 2018. Oui, très volontiers. Alors, d'abord, la campagne 2018 s'est très bien passée. Et je voudrais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que les bourses Palladio. Alors, les bourses Palladio, elles sont destinées à accompagner et à soutenir les étudiants en leur donnant les moyens pour mener à bien leurs recherches dans les domaines qui sont les domaines liés bien évidemment à l'industrie immobilière, mais aussi à la construction de la ville, qui sont l'ADN de notre fondation Palladio. Alors, ce soutien se traduit comment? Il se traduit bien évidemment par un soutien financier, mais pas seulement par un soutien financier. Nous avons mis au point un système qui prévoit des parrainages et marrainages de chacun de nos boursiers pour pouvoir les conseiller, les accompagner pendant toute l'année que constituera l'année de leur recherche. Alors, le travail, pour revenir à la campagne 2018, le travail qui a été effectué par la Commission, et je voudrais à la fois saluer mes deux prédécesseurs, qui sont Maryse Olagnon et également Bernard Michel, mais saluer aussi et remercier l'ensemble des membres de la Commission de bourse, qui sont 11 membres qui ont été en partie renouvelés et qui ont été vraiment mis à l'épreuve pour pouvoir vraiment choisir, auditionner les différents postulants. Alors, vous avez la liste qui s'affiche ici et nous avons ensemble, car c'est vraiment un travail collectif, nous avons ensemble sélectionné plusieurs critères qui ont guidé nos choix pour aller jusqu'au choix final, qui sont d'abord la dimension applicative et publiable des travaux, bien sûr, le caractère innovant du projet et des travaux,
l'impact sociétal des travaux par rapport aux grands thèmes préférentiels de la Fondation, ainsi que la pertinence et la qualité de présentation. Alors, on a eu exactement 108 dossiers. Nous nous sommes réunis, la moitié de la commission s'est réunie pour présélectionner par rapport à ces 108 dossiers 30 dossiers. Et ensuite, la commission s'est réunie en séance plénière 2 après-midi complètes pour auditionner et recevoir les 30 postulants. Et sur ces 30 postulants, nous en avons retenu 14. 14 qui, comme le disait tout à l'heure Bertrand, présentent une très grande diversité dans leur études, dans leurs recherches, et qui représentent effectivement bien les diversités de la ville. Leur âge moyen, ils sont ici, hein, leur âge moyen est de 27 ans, 8 sont en thèse, 4 commencent leur thèse, et 2 sont en poursuite d'études. Et je voudrais qu'on les applaudisse, parce que c'est un jour important pour eux. Et on va pouvoir les applaudir individuellement parce qu'ils vont recevoir un petit trophée. Mais là, je laisse la parole au maître de cérémonie, le vrai. Alors, j'appelle Constance Berthet. Alors, Constance travaille sur le lien entre le foncier et la compensation écologique et sur le process qui détermine le choix de ces sites de compensation, avec la mesure qui doit être faite sur la réalisation de la compensation qui se heurte parfois à la dureté du foncier. Ah oui, alors son parrain, pardonnez-moi, est Marc Villan. Voilà, donc Marc, voici ça. Marie Boussaguet. Alors Marie Boussaguet travaille sur la transmission patrimoniale avec le vieillissement des générations et l'influence que ça a liée effectivement à l'allongement de la durée de vie sur l'organisation du système successoral. Son parrain, c'est un choix, effectivement, compte tenu de mon âge, c'est moi-même. C'est un choix raisonné, comme on dit. Alors ensuite, je voudrais appeler Anas Dabaj. Alors Anas s'est lancé dans un périlleux exercice qui consiste à réfléchir sur les moyens de reconstruire au mieux les infrastructures de ville qui sont considérées comme étant critiques, c'est-à-dire notamment les réseaux d'électricité et les réseaux de transport urbain, à la suite de grands cataclysmes, entre guillemets, qui sont malheureusement d'actualité, qui sont les inondations, dans une optique de résilience et de réduction de ces risques. Pauline de Tavernier. Alors, Pauline a pris un sujet tout à fait passionnant également, qui est celui de la pratique pédestre de la marche dans la gare. En d'autres termes, quelle vision doit-on porter sur la mobilité piétonne? Et de cette façon-là, quels outils nouveaux peut-on avoir pour faire évoluer les gares historiques européennes? Dupuy-le-Bourdel. Alors, Michael a pris un sujet particulièrement... Oh, pardon, et excusez-moi, vraiment, j'arrête pas d'oublier les parrains. Donc, oh là là, c'est pas bien du tout. Alors, sur le sujet des infrastructures, vous ne serez pas étonnés pour ceux qui la connaissent, c'est Dominique Alba qui a pris le sujet. Sur le sujet des gares, c'est Bernard Roth. Et alors, Michael a pris comme thème
le vaste sujet de la revitalisation des centres-villes, résidentiels, commerces, des villes petites et moyennes. Et son parrain est Étienne Riot. Magali, oui, c'est bien elle, Germain Debueil. Alors Magali travaille sur les nouvelles techniques d'acquisition immobilière et notamment la dissociation entre d'une part la propriété du foncier et d'autre part la propriété de la construction, qui est un vaste sujet, qui est déjà très développé dans un grand nombre de pays étrangers, mais qui n'a pas encore suffisamment mordu en France et qui est quand même un vecteur de développement très important. Bravo. Et, absolument. Et sa marraine est Marjolaine Alquier de Lépine. Alors Mathilde Jourdan-Boutin, alors je crois qu'elle est effectivement assez loin, donc elle a pris un sujet qui est aussi lointain et il s'agit d'étudier la production de logements au Cameroun, avec un sujet quand même très intéressant, c'est le paradoxe, comment arriver à combiner, bonsoir Mathias, combiner d'un côté le néolibéralisme de l'immobilier, qui est un secteur effectivement de la libre entreprise, et de l'autre côté, je dirais, une certaine gouvernance urbaine. Voilà. Pauline, j'appelle Pauline Koch. Alors Pauline étudie au travers d'un outil informatique la durabilité et la qualité de construction en favorisant notamment le réemploi des matériaux, vaste sujet d'actualité pour éviter d'avoir une empreinte carbone qui soit trop négative. Sa marraine et son parrain, c'est Étienne Riot. Voilà. Alors, Paula Massé-Le Fischer. Voilà. Alors, le sujet, c'est l'alimentation dans la ville et c'est à la fois l'agriculture urbaine, tous les sujets qui sont liés à la manière de gérer les initiatives sur les termes de façon innovante et notamment au travers des projets parisiens. Et sa marraine est Emmanuelle Baboulin. Nora Nafa. Alors, il s'agit d'un sujet tout à fait aussi d'actualité et qui concerne la transformation des espaces urbains et notamment des espaces urbains publics, dans le cas d'espèce des écoles, dans des grandes métropoles, avec la suppression de certaines écoles. Les exemples ont été pris aux États-Unis. Et la marraine est encore Dominique Alba. Edna Peza. Alors Edna s'interroge sur le sujet d'insécurité dans les villes, notamment au Mexique, absolument, pas trompé, avec effectivement toutes les incidences que ça peut avoir sur ce sujet absolument dramatique et comment les habitants peuvent s'organiser pour essayer, autant que faire se peut, d'y pallier. Son parrain est Jérôme Durand. Andrea Poletti. Alors, son sujet est un sujet aussi de grande actualité puisque c'est une approche qui est centrée sur les risques environnementaux et sanitaires. Et sa marraine est Marie Zolagnon. Enfin, j'appelle, avant-dernier, Néla Saïdi.
Alors c'est le très important sujet de la logistique urbaine et comment franchir le dernier kilomètre, quels sont les formats les plus adaptés et le faire. Son parrain est Brice Pichassic. Enfin, Mario Veikinis a pris un sujet intéressant aussi, très différent, puisqu'il s'agit de trouver tous les systèmes constructifs innovants sur la pierre. Pas sur le bois, hein, sur la pierre. Avec la valorisation donc de ce matériau noble. Son parrain est Alexandre Labasse, spécialiste de la pierre. Voilà, je leur adresse encore au nom de la Fondation, de la Commission, toutes nos félicitations et on leur souhaite beaucoup de courage et on va vraiment les accompagner pour que leur recherche et leur thèse soient la plus formidable possible. Merci à vous tous. Merci Philippe. Je vous retiens encore un tout petit peu sur scène 3 minutes. Moi, ce qui me frappe, outre votre jeunesse, mais ça fait du bien, c'est surtout la diversité des sujets et la complexité des sujets que vous allez aborder. Vous avez beaucoup de boulot, bravo. Je voudrais juste laisser la parole à Étienne Riot, 2-3 minutes, pour qu'il nous dise un petit mot. Étienne Riot est membre du comité des bourses et ancien boursier Palladio, donc il va un peu vous témoigner de son expérience et peut-être nous dire un peu les perspectives et l'avenir. Étienne. Merci, bonsoir. D'abord, toutes mes félicitations aux boursiers de cette année, puisque je me suis retrouvé aussi dans cette configuration un peu usual suspect, vous savez, là, de mon commissariat. C'était il y a 5 ans et j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être boursier de la Fondation Palladio. À l'époque, la Fondation Palladio avait donc 5 ans d'existence, c'était encore assez récent. Je ne connaissais pas forcément la Fondation avant d'avoir candidaté. Et après avoir reçu la bourse, je dois dire que ça a été un grand bonheur parce qu'on a eu un accompagnement professionnel, on a pu échanger avec des responsables des entreprises de la conception urbaine et dans tout son panorama. À la suite de ma thèse, j'ai intégré une filiale du groupe SNCF qui s'appelle AREP. Et dans AREP, il y a un R et un E qui veulent dire recherche. Et donc, on m'a proposé de mettre en place un lab d'innovation et de recherche en design pour la conception des espaces publics, ce qui est aussi un des aboutissements possibles d'une recherche aujourd'hui. On est dans un pays où l'innovation et la recherche sont fortement supportées, autant dans le domaine public que dans le domaine privé. Et vous avez la possibilité, à l'issue de ce long parcours que va être pour ceux qui font un doctorat, pour ceux qui font une reprise d'études, votre master, de pouvoir justement continuer à faire de la recherche, d'explorer des solutions pour les villes de demain, que ce soit dans les laboratoires, dans les universités ou encore dans les entreprises qui participent à la conception des villes et à leur développement soutenable. Aujourd'hui, au sein de la Fondation Palladio, je continue à m'engager, d'abord parce que c'est une équipe extrêmement sympathique et qu'on apprend toujours beaucoup de choses quand on est chez Palladio. Donc je vous invite à continuer le bout de chemin que vous entamez avec Palladio ce soir, ainsi que pour vous quand vous êtes sur votre reprise d'études. Et aujourd'hui, au sein de la Fondation Palladio, je participe au pôle recherche qui, à côté du pôle avenir et de l'Institut Palladio, a vocation à connecter à la fois les responsables et les personnes en charge de l'innovation et de la recherche dans les entreprises de la gestion et de la conception urbaine, avec le monde de la recherche, celui qui est en laboratoire, qui peut parfois prêter à des caricatures, mais nous sommes des gens normaux, et qui peut justement être amené à échanger des idées, des perspectives concernant les défis que nous devons relever. Je vous invite toutes et tous à l'issue de cette rentrée universitaire, de cette année qui va consacrer l'aboutissement d'une formation, d'une reprise d'études et ensuite d'un retour en entreprise, de continuer d'ouvrir vos oreilles et vos yeux. Vous avez la Fondation Palladio à vos côtés, une fondation qui vous permet de croiser vos regards, d'avoir une possibilité de mettre en perspective les questions, vos idées, vos envies concernant vos métiers et vos domaines d'activité. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite bonne chance pour l'année qui se présente et j'espère qu'on continuera ce bout de chemin avec vous. Merci et bonne soirée. Merci Étienne. Merci à tous. Vous pouvez encore les applaudir et puis je vous invite à descendre pour qu'on puisse continuer
Notre deuxième séquence qui est consacrée à un univers de métiers qui vous attend, sur lesquels vous pouvez exercer vos futurs talents ou vos talents déjà. Et je vous propose de commencer par une vidéo, cette séance. Aux yeux du grand public, les métiers de l'immobilier et de la ville sont très souvent vus sous l'angle du logement ou par le prisme de quelques métiers. L'étude réalisée en 2017 par EY, la Fondation Palladio et Businessimo constitue une première étape dans la compréhension de l'univers des métiers de l'immobilier et de la ville. Un univers composé de 8 secteurs interconnectés les uns avec les autres. L'architecture, l'urbanisme et l'aménagement, l'ingénierie et les prestations techniques du bâtiment, l'expertise et le conseil, l'investissement et le financement de l'immobilier, la promotion immobilière, la construction des bâtiments, la commercialisation et la gestion de l'immobilier. Tous ensemble, ces 8 secteurs contribuent à la fabrique de la ville, grand enjeu du XXIe siècle. Ils font partie d'une industrie française majeure, avec plus de 2 millions d'emplois, représentant 10% du PIB français, avec un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. L'étude révèle aussi un cortège incroyable de plus de 100 métiers réunis au sein de la filière. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière, puisque 80% des dirigeants interrogés envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Les dirigeants de cette grande industrie disent aussi avoir besoin autant de compétences techniques que d'aptitudes comportementales. Des dirigeants qui disent également que leur secteur est traversé par de grandes innovations technologiques et numériques, et qu'ils sont impliqués dans les grands défis démographiques, environnementaux, sociaux et sociétaux du XXIe siècle. De grands défis qui nécessitent d'attirer des talents pour appréhender la transformation de la cité et de ses lieux de vie. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans la construction de la ville de demain ? C'est une bonne question et je vais demander à 2 collaborateurs d'EY de bien vouloir y répondre. Ludivine Delabroise, consultante senior, et Vincent Rofast, senior manager. C'est à vous pour nous parler un petit peu de cette 3e édition de cette étude. Bonsoir à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci. Il s'agit d'un résumé de l'étude qui sort annuellement sur les métiers de la filière de l'immobilier et de la ville. Donc c'est une vidéo très courte à destination des étudiants. Cette étude qu'on mène annuellement, elle est réalisée avec, donc, par EY, avec la Fondation Palladio, qu'on remercie de nous accueillir ce soir, ainsi que Businessimo. Et dans les 10 prochaines minutes qui arrivent, on va reprendre quelques éléments de la dernière édition et voir pour vous quelles sont les perspectives, quelles sont les opportunités que vous offre cette filière qui est extrêmement dynamique. Donc pour succinctement peut-être me présenter, donc je travaille chez EY en conseil, je suis spécialisée en stratégie immobilière et des montages de projets immobiliers. Avant cela, je travaillais chez Algoé, un cabinet de conseil donc entre Paris et Lyon. Et avant ça, je travaillais au ministère des Affaires étrangères à Abidjan, où j'étais en charge du patrimoine immobilier du ministère des Affaires étrangères dans 19 pays d'Afrique subsaharienne et centrale. Voilà, bonsoir à tous. Et donc pour ce qui me concerne, Vincent Rofast, moi je suis directeur de mission senior. Ça veut dire que ça fait une quinzaine d'années que je suis chez EY Consulting ou Advisory, c'est selon. Et voilà, donc moi je travaille beaucoup sur des thématiques depuis le démarrage chez EY, enfin depuis mon démarrage chez EY, sur des thématiques liées à l'attractivité des territoires. Et donc on accompagne énormément de territoires en France et à l'international sur leur politique et stratégie d'attractivité, ce qui comprend des projets d'aménagement urbain importants. Et puis on travaille aussi côté entreprise pour aider les entreprises d'ailleurs dans leur stratégie de localisation. J'ajoute une chose quand même. Là, on n'est que 2 sur scène ce soir, mais en réalité, ce qu'on appelle la communauté du real estate chez EY, c'est environ une centaine de personnes, tous métiers confondus, en France.
Et au niveau international, évidemment, c'est plus important. Donc, pour vous donner une illustration un peu de la diversité des métiers qu'on évoquait, qui étaient évoqués juste avant, et donc de l'importance de cette filière, y compris dans des firmes comme EY, qui ne sont pas forcément identifiées comme des acteurs très actifs sur ce domaine. Très bien. Alors, cette étude, pourquoi ? Alors déjà, elle est née d'un constat entre la fondation Palladio, EY et Business Immo, comme quoi on a des besoins, puisqu'il y a énormément de besoins en termes de talent. Pardon. On a des besoins, mais on ne sait pas beaucoup en parler. Le périmètre est très flou, donc il a fallu la structurer. Quels sont les métiers, quels sont les chiffres ? Et pour ça, on s'est rapproché de 30 fédérations et associations professionnelles. On s'est aussi attaché à solliciter 900 dirigeants, donc PDG d'entreprises de la filière, ainsi que 500 étudiants. Et tout cela a permis au final de répondre à 3 questions. Petit 1, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de la filière de l'immobilier et de la ville? Donc il s'agit ici pour les dirigeants et les personnes qui s'y intéressent de s'informer, d'avoir des données, de savoir plus précisément situer son activité au sein d'une filière. Petit 2, affiner sa politique de recrutement. Donc, comment attirer les talents? Quel est le discours? Quels sont les chiffres? Sur quoi faut-il miser? Petit 3, poser un regard nouveau sur des thématiques et des réflexions pour les défis de la ville de demain. Alors, 3 grands chiffres à retenir sur notre dernière édition donc, de ce baromètre. On en a évoqué déjà certains. D'abord, le poids de la filière donc des métiers de l'immobilier. C'est 226 milliards d'euros, donc ça représente 10%, un petit peu plus de 10% du PIB français. C'est équivalent au poids de l'industrie manufacturière en France, donc c'est vraiment considérable. Et c'est plus, pour vous donner un peu des éléments de comparaison, c'est plus que le poids de l'industrie du tourisme ou de l'agroalimentaire. En termes d'emploi, ça se traduit par 2 millions d'emplois directs. Donc là aussi, c'est plus que ce qu'on va retrouver typiquement dans l'industrie du tourisme où c'est 1,3 million d'emplois et industrie agroalimentaire 800 000 emplois. Et donc ces 2 millions d'emplois, vous le verrez tout à l'heure, sont répartis, en tout cas recouvrent une très vaste diversité d'emplois, de qualifications. Et enfin, le dernier chiffre qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est la croissance de cette filière. Donc là, qui illustre très bien le dynamisme de cette filière. On est à 3% de croissance sur le dernier panorama qu'on a fait dans cette étude. Une prochaine édition va paraître prochainement. Je ne peux pas vous révéler le chiffre, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et en fait, 3%, donc simplement, c'est 3 fois plus rapide en termes de croissance que le PIB national, puisqu'à l'époque, on avait mesuré ça, on était à 1,1%. Très rapidement, pourquoi un tel dynamisme ? Alors d'abord, il y a un effet rattrapage aussi. On a eu des années de crise, donc entre 2007 et 2015, on a observé un ralentissement très important avec moins 21% dans l'activité économique de la filière. Et puis, on a un certain nombre d'opérations de grande envergure, d'aménagement urbain un peu partout en France qui tirent cette croissance également. Et enfin, des investisseurs qui sont en recherche donc, de valeurs refuge. Évidemment, l'immobilier ici joue bien ce rôle. Et donc tous ces facteurs combinés de façon très succincte expliquent cette croissance 3 fois supérieure à la moyenne française. Très bien. Alors on le disait tout à l'heure, la filière recrute. Alors déjà, bienvenue. On a énormément besoin de vous. Et pour le prouver, donc, il y a plus de 77% des dirigeants qui envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Pour mettre un peu de perspective, on estime qu'à l'échelle nationale, toute filière confondue, c'est plutôt aux alentours de 69%. Donc on est bien au-dessus de la moyenne nationale. En plus de ça, les dirigeants ont extrêmement confiance dans cette croissance. Elle va durer. Donc ils embauchent principalement à 80% en CDI. Et alors, où embauchent-ils? Principalement en Île-de-France, pour le dynamisme de la région, mais également en région, dans les grandes métropoles notamment, et à l'international, notamment dans les grandes organisations, les grandes structures. Alors, si on regarde un peu où est-ce que ça recrute en majorité, alors d'une part, tout d'abord, si on fait abstraction un peu de cette slide, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est important à retenir. Mais là, ici, on a fait un focus sur les principaux secteurs de la filière qui recrutent. Donc vous avez le podium à gauche
avec les principales déclarations d'intention de recrutement, donc qui viennent des métiers de l'ingénierie et prestations techniques, la promotion en numéro 2 et la commercialisation en numéro 3. Mais encore une fois, voilà, on a cette moyenne en général à travers tous les secteurs qui composent la filière qui est à 77% et qui est donc très largement supérieure à la moyenne nationale. Et enfin, sur la partie droite, vous avez les métiers, je ne vais pas tous les lister, mais ces métiers qui sont les métiers au top du recrutement, enfin des intentions de recrutement à travers ces différents secteurs qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver dans tous les différents secteurs. Donc il y a une mobilité finalement entre les secteurs qu'on peut observer ici et donc qui est importante pour vos carrières à venir. Vous pourrez changer facilement de secteur. Et alors le petit conseil du jour, on a demandé aux dirigeants quelles étaient les aptitudes qui étaient principalement recherchées lors des recrutements. Donc à la question quelles sont vos 3 qualités principales, je vous encourage à répondre petit 1, capacité à travailler en équipe, puisque, alors Bertrand l'a dit tout à l'heure, on travaille tous ensemble sur un projet immobilier, c'est extrêmement transversal. L'architecte va devoir parler avec l'exploitant, on va devoir également parler avec l'ensemble des acteurs publics, adresser l'usager. Donc voilà, il faut savoir travailler en équipe. Ensuite, le deuxième point, c'est le sens du service client, donc c'est-à-dire savoir écouter l'usager, traduire son besoin, apporter une solution adaptée, que ce soit sur un projet ou même en commercial. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que quand on a posé la question aux étudiants, quelles sont les aptitudes que vous pensez que les dirigeants recherchent chez vous, le sens du service client est arrivé parmi les derniers. Donc je vous encourage à le remonter dans votre liste des qualités lors de votre entretien. Après, on a du plus classique, de la rigueur, de l'autonomie, ce genre de choses. Pour les 3 défauts, je vous laisse tourner adroitement ce que vous voulez dans un autre sens. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est une filière qui bouge énormément. On a parlé beaucoup d'innovation, on parle de recherche. Nos 900 dirigeants, l'année dernière, ont indiqué qu'il y avait donc un top 4 des catégories d'innovation, bien sûr tiré par d'abord le digital, le numérique, ensuite les nouveaux services et ensuite le RSE, donc tout ce qui est plutôt transition écologique, sociétale, environnementale. Pour vous donner un petit peu envie sur les innovations qui sont présentes aujourd'hui, notamment dans le numérique, on a des choses très drôles qui arrivent, donc avec le big data. Donc pour ma part, en stratégie d'implantation immobilière, on utilise de plus en plus des data scientists pour du big data. Typiquement, quand on va implanter un commerce ou n'importe quoi, on va étudier les flux piétons, les flux transports en commun, la météo. On va vraiment croiser un nombre d'informations monstrueux et on va commencer du coup à utiliser le big data dans la stratégie immobilière, entre autres, utilisé autre part également. La blockchain, par exemple, aussi, donc, qui permet de faire des transactions extrêmement sécurisées. Les notaires commencent à faire des transactions immobilières via la blockchain. Et ensuite, mon petit préféré, on va dire, c'est l'impression 3D. Donc aujourd'hui, il y a quand même des bureaux entiers qui sont sortis, donc des cellules de bureaux qui sont sorties en impression 3D, notamment à Nantes. Et surtout, Dubaï a annoncé qu'en 2030, 25% de ces buildings seraient construits avec une imprimante 3D. Donc ça bouge très très vite, ça bouge énormément. Et vous, tout au long de votre carrière, vous allez devoir vous adapter et vous n'allez jamais vous ennuyer, au final. Alors, pour les 8 raisons de rejoindre la filière, déjà, je ne parle pas tout à fait de manière objective, j'en suis convaincue, mais vous allez avoir la chance, et d'autres le disaient avant moi, mais de travailler sur vraiment des éléments concrets, et vous allez avoir des responsabilités très fortes. Déjà, vous allez pouvoir évoluer très rapidement en termes de responsabilité, puisque en fonction de votre performance, vous pourrez porter des projets très importants assez rapidement. Et en plus, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général, puisque tout ce que vous allez faire est concret, est visible et impacte la société. Ensuite, on le disait, c'est donc une filière qui bouge beaucoup, donc vous ne vous ennuierez jamais. Et vous aurez des opportunités fortes de voguer entre les secteurs et entre les métiers. Ouais, ici, il y a un mot qui ne figure pas et qui pourtant fait partie, et là je parle vraiment de mon point de vue, qui fait partie de la réalité quotidienne de bon nombre de professionnels, c'est le mot international. Donc pour ceux qui sont intéressés par, non pas forcément des carrières à l'international, mais des projets à l'international, il y a une très forte demande d'expertise. Donc tout à l'heure, on a entendu parler
une personne d'AREP. AREP, on a beaucoup collaboré avec eux sur des projets d'aménagement à l'international. Et il y a une très forte demande où nous, on a en permanence un projet, par exemple, en cours de réalisation, sur lequel on intervient au sein d'un consortium, en général, dirigé par un cabinet d'Urba. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment personnellement, moi, ça a constitué un des attraits très forts de la filière et qui peut être vite une réalité quotidienne pour vous demain. Donc pour conclure, bienvenue, on est ravis que vous nous rejoigniez, on a besoin de vous. N'oubliez pas que vous ferez la ville de demain, donc on a beaucoup d'attentes sur vous, que vous n'allez jamais vous ennuyer, vous allez vous-même bouger au sein de la filière et en plus de ça, la filière évolue. Et enfin, vous pouvez dès demain nous aider pour rédiger la prochaine édition de notre étude, puisque vous recevrez par mail un lien vers un questionnaire, le questionnaire étudiant, qui nous aidera à faire l'étude sur les métiers de la filière de l'immobilier et de l'emploi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci Ludivine, merci Vincent. Juste un petit mot pour cette 3e édition. Moi, je vous donne rendez-vous le 21 février prochain au Forum des métiers de l'immobilier et de la ville, organisé au Palais des Congrès, Porte-Maillot. Et vous allez voir notamment les résultats sur le volet RH et le volet emploi. Mais bon, n'oubliez pas de répondre, hein, j'ai bien compris. Oui, de 1, il faut répondre. Et de 2, effectivement, il faut venir au forum, puisque là, on détaillera vraiment les recherches, ce que recherchent les dirigeants par secteur et par métier, les aptitudes qui sont cherchées, les chiffres. Donc ça devrait être relativement intéressant pour vous. Merci. Merci infiniment, merci. Sans transition, je vous propose de passer à notre dernière séquence qui va être consacrée à notre grand témoin. Vous avez vu sur les plaquettes qui sont sur vos chaises que c'est Mathias Vichra qu'on va accueillir, que je demande de venir me rejoindre avec le petit jingle. Là, normalement, c'est vous qui planchez. Vous avez, allez, 20 à 30 minutes pour nous parler des grands défis qui nous attendent. Je ne vais pas faire votre portrait parce qu'on a vu votre CV qui est disponible pour tout le monde. Mais quand même, je note que vous avez travaillé dans le corps préfectoral, en Picardie, en Seine-Saint-Denis. Vous avez travaillé à la Direction générale de la police nationale. Donc vous avez aussi un autre aspect qui est très intéressant pour la ville. Vous avez été directeur adjoint au cabinet du maire de Paris, sous le temps de Bertrand Delanoë, avant d'être directeur de cabinet de Anne Hidalgo. Également, aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint en charge du projet groupe de la communication et de l'image de la SNCF. Donc, vous avez des questions et des réponses peut-être à nous apporter sur les questions de mobilité. J'aimerais aussi vous entendre peut-être, je verrai ce que vous allez dire, sur la ville inclusive qui pose et qui interroge le rapport entre le centre-ville et sa périphérie, sa banlieue, entre Paris et sa banlieue notamment. Peut-être sur la ville ouverte qui est demandée par tous les élus locaux et qui pose peut-être aussi des questions ou des frottements avec les questions de sécurité que vous connaissez bien. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'aménagement de la ville de demain. Réinventer Paris a un peu bouleversé les codes. Inventons la métropole du Grand Paris 2, continue dans cette lancée. Voilà, quels sont les défis qui attendent nos étudiants et nos jeunes professionnels? Mathias Vichra. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer, je voulais évidemment remercier la Fondation Palladio et son président et ses équipes, parce que, et je vais vous le dire un peu plus tard, je pense qu'il ne faut pas voir les métiers de la ville comme étant autant de silos, autant de segments qui concourent à un ensemble professionnel. C'est une agrégation, une espèce de mixte de différents savoirs. Et évidemment, et ça a été dit dans l'étude EY sur les 8 raisons de s'engager dans cette filière, aussi ça relève d'une noblesse qui est l'intérêt général. La deuxième raison de mon merci, c'est qu'après des mois et des mois de grève, je prends ce moment ce soir comme une sorte de respiration. Donc je voulais vous remercier pour ça, parce que ça me permet d'être un petit peu détendu, pas trop non plus, et d'être devant vous pour parler d'autres sujets que les TER en retard et les manières de pallier parfois des trains supprimés ou qui ont été retardés. La première chose que je voulais vous dire, évidemment, et vous le savez, c'est que aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est le grand moment des villes. Le maire de Denver a d'ailleurs eu cette formule qui est restée célèbre. Il a dit
Le 19e siècle, c'était le temps des empires. Le 20e siècle, celui des États-nations. Le 21e siècle sera celui des villes. Et on voit beaucoup de signaux sur cette montée en puissance du rôle de la ville. Sans parler seulement de la France, où les politiques de décentralisation ont de plus en plus donné de pouvoir aux villes. Et on en a vu encore un exemple récent à Paris. Comme vous le savez, le nouveau statut de Paris, ce n'est pas seulement la fusion des 4 arrondissements centraux, c'est aussi un transfert de pouvoir de l'État au maire de Paris dans toute une série de domaines qui ont été votés donc en 2016, qui sont des domaines de la police, de la route, etc. Donc c'est le moment des villes. Quelques signaux. Souvenez-vous de la COP21. La COP21, c'était une réunion entre les États. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la ville de Paris? À cette époque, j'étais directeur de cabinet de la maire. On a souhaité réunir 1000 maires en parallèle, en se disant que toute la solution au dérèglement climatique ne pouvait pas venir des États, pour la simple et bonne raison que les États n'avaient pas tous les leviers pour cela. Et on a réuni 1000 maires avec un objectif extrêmement ambitieux en 2050, qui est de réduire de 80% les émissions de carbone dans ces 1000 villes du monde. D'autres signaux de cette montée en puissance des villes, vous savez, il existe un réseau qui s'appelle le C40 et qui réunit aujourd'hui 80 métropoles du monde qui s'allient sur des sujets climatiques, sur des sujets aussi qui dépassent le climat pour aller sur des dimensions d'aménagement, etc. D'une certaine manière, on peut se féliciter de cette montée en puissance des villes. D'abord parce que c'est plébiscité par tous les habitants. Je rappelle un sondage Ipsos de 2016. 75% des Français sont attachés à leur commune, contre 57% à leur département et seulement 49% à leur région. Par ailleurs, cette montée en puissance des villes est heureuse du point de vue démocratique. En réalité, quand vous regardez l'exercice de la citoyenneté, c'est 4 choses la citoyenneté, pour une citoyenneté active. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le logement, et c'est devenu de plus en plus aussi le transport, avec, comme vous le savez, une trentaine de villes en France qui ont rendu les transports gratuits. C'est 4 choses, une citoyenneté active. Et quand on regarde les compétences des municipalités et des métropoles, ces 4 domaines de la citoyenneté sont des domaines de compétences municipales. Donc en réalité, l'exercice concret de la citoyenneté s'exerce aussi à l'échelle de la ville, qui a cette espèce de complétude de compétences et qui fait cette citoyenneté active. Il y a aussi cet adage allemand du XVe siècle qui dit « l'air de la ville rend libre ». Alors à l'époque, c'est parce que dans la ville, il n'y avait pas le servage, parce que dans la ville, il n'y avait pas la pression de la communauté villageoise, mais ça dit bien quand même ce supplément de citoyenneté qui s'exerce en ville. Et un exemple assez récent à Paris, le budget participatif. Comme vous le savez, 5% du budget d'investissement de la ville est un budget participatif qui permet en fait à des citoyens non seulement de proposer, mais aussi de voter sur leurs propres projets pour la ville. C'est une tendance qui a été initiée par la ville de Porto Alegre en 1989 et qui s'est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, on considère qu'environ 2500 villes ont mis en place un budget participatif. Donc, montée en puissance des villes. Deuxièmement, c'est heureux parce que c'est là où s'exerce réellement de manière active la citoyenneté. En même temps, évidemment, il y a toute une série de problèmes que pose aujourd'hui le fait urbain. Alors ces problèmes, vous les connaissez, que ce soit la question des thromboses que l'on peut constater, qui explique une partie de mon retard. Alors je ne peux pas le dire parce que j'ai été directeur de cabinet de la maire de Paris, mais une partie de mon retard est liée à la thrombose de la ville de Paris notamment. Évidemment, il y a d'autres problèmes qui se posent sur l'inaccessibilité de plus en plus forte des logements, malgré des tentatives comme l'encadrement des loyers, qui reviendra sans doute à Paris après des tribulations judiciaires et juridiques. Il y a effectivement une problématique de fragmentation, de fracture dans les villes contemporaines, fracture sociale, fracture géographique, fracture économique. On voit également qu'il y a un problème de dérégulation de plus en plus forte de l'espace public. Alors, le dernier événement qui montre ça sont les trottinettes électriques. J'imagine que vous les employez aussi, et qui montrent que les conflits d'usage et de la régulation de l'espace public est un problème évidemment urbain extrêmement fort. On a aussi évidemment ce problème de gestion des flux. Je voudrais m'y arrêter quelques secondes.
Aujourd'hui, que ce soit des flux de données, des flux de personnes ou des flux de fluides, on se rend compte que les villes, en fait, au niveau des infrastructures, sont faites pour les pics. Et avec une incapacité aujourd'hui d'un stockage, qui permettrait évidemment d'avoir des bénéfices, que ce soit environnementaux ou économiques, et avec aussi une incapacité aujourd'hui à gérer une forme d'élasticité à la demande et à l'importance du flux. Et en réalité, c'est un problème qui se pose dans la plupart des villes, qui se pose à d'autres secteurs comme l'hôtellerie par exemple, et qui est un problème contemporain très important. Et puis dans les villes aussi, vous le savez, d'ici 2030, nous aurons besoin de loger 7 millions de personnes supplémentaires. Cela signifie évidemment un besoin en foncier et en construction absolument considérable. Le problème, et je cite Guillaume Poitrinal, qui a écrit ce livre Plus vite, c'est que les procédures, notamment en France, font que, aujourd'hui, si vous voulez créer une tour de logement, un grand centre commercial ou une tour de bureau, les délais se sont terriblement allongés et vous êtes sur une unité de mesure qui va de 10 à 15 ans. Le Code de l'urbanisme, par exemple, comportait en 1991 1000 pages, en 2011, 3000. Donc on a effectivement une complexification croissante, alors même que la demande est de plus en plus forte. Alors, il y a toutes ces séries de problématiques qui se posent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous le savez, il y a toute une série de concepts. Vous en avez parlé, la ville ouverte, la ville inclusive, la ville résiliente, la ville intelligente. Bref, il y a toute une série de concepts. Moi, je vous conseille, vous, qui allez être actifs dans ce domaine, de ne pas coller au concept. Ne devenez pas, vous vous souvenez de Candide de Voltaire, les Pangloss de l'immobilier ou de l'urbanisme, c'est-à-dire parole, 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 une forme d'optimisme à travers des mots qui sont des mots conceptuels, théoriques, mais qui ne reflètent pas, je pense, la complexité profonde qui doit habiller votre activité au quotidien. En réalité, d'abord parce qu'on parle de villes, par exemple, durables ou de villes intelligentes ou de villes résilientes, comme si c'était des nouveaux concepts. Enfin, les villes ont été créées il y a combien de temps? Vous avez des villes qui sont millénaires, donc la ville durable, d'une certaine manière, elle a déjà été éprouvée par le temps historique. Par ailleurs, les villes résilientes, souvenons-nous, alors nous n'étions pas nés évidemment, en 1910, la extraordinaire inondation de Paris, qui a provoqué évidemment des dégâts considérables. La ville de Paris a été extrêmement résiliente et s'est évidemment retrouvée dans une situation, à retrouver une situation normale extrêmement rapidement. Pensons aussi à toutes les villes bombardées qui se sont retrouvées dans une situation. Donc ces concepts un peu creux, en réalité, ne font qu'habiller une situation déjà constatée. Par ailleurs, évidemment, il y a ce concept de smart city, de ville intelligente, qui est l'espèce d'étendard dont tout le monde parle, avec effectivement des étoiles dans les yeux. Mais cette ville intelligente, d'abord, si elle est poussée à l'excès, elle peut avoir de nombreux inconvénients. La ville intelligente peut se muer, par exemple, en ville sans contact. Et une ville sans contact, ça veut dire une ville sans contact humain. Ça devient une ville inhumaine. Par ailleurs, une ville intelligente, si elle promeut le numérique de manière extrêmement forte, peut accroître des inégalités. Les inégalités d'accès au numérique sont extrêmement fortes et peuvent du coup, par la ville intelligente, renforcer encore les fractures. De la même manière, on peut voir que ce concept de ville intelligente peut être d'une certaine manière anti-environnemental. Pourquoi? Vous le savez, le numérique, aujourd'hui, est un facteur extrêmement fort de pollution, extrêmement puissant de pollution. Et de plus en plus, heureusement, il y a des démarches d'écologie digitale qui se développent, parce que je vous rappelle qu'un mail, un simple mail, c'est en moyenne 250 grammes de CO2 avec une pièce jointe. Et qu'il y a un enjeu environnemental extrêmement fort qui est lié au numérique. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, ce sont des notions intéressantes à manier, mais à ne pas calquer sous peine d'éviter la complexité du propos sur l'urbain. Alors, du coup, que faire si on ne peut pas utiliser tous ces concepts? Si on ne peut pas dire « je vais faire la ville durable, la ville intelligente, la ville résiliente, la ville ouverte, la ville inclusive ». Moi, de mon expérience, et je sais que vous soyez thésard ou déjà
en activité, je pense que vous touchez du doigt aussi toute une série de nécessités, ou en tout cas de manières de faire la ville demain. La première nécessité, je pense, c'est d'une certaine manière de se faire dialecticien. Alors la dialectique, vous savez, c'est le matérialisme historique de Marx, et c'est d'une certaine manière agréger des contraires. C'est la thèse-antithèse qui devient la synthèse. Pour le président de la République, c'est le « en même temps ». C'est quoi être dans une logique de dialectique en ce qui concerne la construction de la ville de demain? D'abord, c'est faire en sorte de mêler et d'avoir une dialectique, un équilibre entre la nécessaire planification et la liberté des choix. D'une certaine manière, on ne peut pas tout planifier dans une ville. Il faut aussi que le hasard ait droit de citer. De la même manière, c'est une dialectique entre liberté et régulation. Je vous donne un exemple qui est Airbnb. Nous avons tous déjà utilisé ce service d'Airbnb qui est bien pratique, non seulement, par exemple à Paris, quand on voit que la part des hôtels 1 et 2 étoiles n'est que de 13%. Donc évidemment, il y a un segment qui fait que ce soit sur cette catégorie-là ou au moment de grands événements où la saturation de l'hôtellerie est constatée, évidemment, Airbnb est utile. Simplement, Airbnb trop loin devient une catastrophe. Je vous donne quelques exemples. On a constaté, par exemple, qu'il y avait près de 60 000 logements à Paris qui étaient dédiés à la location Airbnb. Alors, au-delà du fait qu'Airbnb ne paye que 180 000 € d'impôts en France, pour un chiffre d'affaires de 180 millions, vous voyez le différentiel un peu compliqué. Au-delà de cela, on a constaté, par exemple, que le tissu commercial de la ville pouvait être affecté par le développement d'Airbnb. Pourquoi? Parce que quand vous avez des quartiers entiers qui sont dédiés à Airbnb, eh bien, le boucher, le fromager, ferme. Parce que les personnes qui louent du Airbnb vont commander des pizzas, vont être sur une logique de restauration autre, et donc on a constaté que dans certains quartiers très concernés par la location Airbnb, on a des immeubles entiers qui sont concernés et parfois des pans de quartiers entiers, on avait un tissu commercial qui était affecté. De la même manière, on a constaté que la montée en puissance de Airbnb faisait que le prix de l'immobilier à la location augmentait. C'est évidemment la raréfaction de l'offre. Quand vous retirez des appartements à la location et que vous les mettez en Airbnb, ipso facto, loi de l'offre et de la demande, vous augmentez les loyers. On a constaté toute une série de dérives aussi qui étaient liées à des règlements de copropriété non respectés, au fait que le code de l'immeuble était diffusé très largement, donc on a voulu réguler. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'évidemment, on ne peut pas interdire Airbnb. Et d'ailleurs, on a eu des expériences intéressantes d'échanges de bonnes pratiques avec Madrid, avec Barcelone, avec New York sur ce sujet-là. On ne peut pas interdire, mais la dialectique à respecter, c'est évidemment de la liberté, mais aussi une forme de régulation. Et c'est pour ça que la ville de Paris, on a poussé très fortement, à travers un dispositif législatif, à ce qu'il puisse y avoir un enregistrement et qu'on puisse cadrer cette activité. Donc la ville de demain, évidemment, c'est une part laissée à la liberté et à l'initiative, mais c'est aussi une très large part de régulation, et c'est le rôle, évidemment, des autorités publiques d'avoir cette part de régulation. De la même manière, et vous en avez parlé avec Réinventer Paris, la ville de demain, c'est aussi, évidemment, à la fois de l'initiative privée et du contrôle public. Réinventer Paris, c'est quoi? Vous le savez, en novembre 2014, la ville de Paris a décidé de mettre 23 sites à la disposition de l'imagination d'architectes, d'urbanistes, de promoteurs. C'est fondamental comme paradigme. C'est fondamental. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, on vous laisse ce site, mais vous allez faire ça, ça, ça et ça. Donc l'imagination n'était absolument pas au pouvoir, pour reprendre un slogan de 68. On avait vraiment la puissance publique qui imposait une manière de faire et qui bridait l'imagination. Là, on a renversé cette focale. On est passé à une logique où, en réalité, le cadre, c'est on vous met à disposition ces lieux, le cahier des charges est assez minimal, charge aux promoteurs, aux architectes de trouver, d'imaginer les meilleures solutions. Et il y a eu même un épisode 2 de Réinventer Paris, sur les dessous de Paris, les sous-sols, qui a été lancé. On a eu un Réinventer la Seine, et c'est une manière de faire qui a été dupliquée, y compris dans le monde, puisque d'autres villes se sont inspirées de cela. Et c'est cette dialectique-là, entre le cadrage public, évidemment, qui est nécessaire, et en même temps, la liberté qui est laissée à l'initiative privée.
Donc vous devez être des dialecticiens dans tous ces domaines. Et il y a un autre domaine dans lequel il faut être une forme de dialecticien, c'est le domaine temporel. Je m'explique. Je reprends le livre de Guillaume Poitrinal qui disait « plus vite, plus vite, plus vite ». En réalité, c'est vrai qu'il y a urgence dans toute une série de domaines. Si on pense à l'urbanisme, par exemple, on sait aujourd'hui que l'absence de spécialisation d'une chambre dans les tribunaux administratifs dédiés à l'urbanisme est un vrai problème et un frein au développement des projets. Parce que si ce n'est pas une chambre spécialisée, ça prend énormément de temps. Donc oui, il faut accélérer le rythme de traitement de ces dossiers. Il faut accélérer le rythme aussi, évidemment, de tout ce qui relève de l'urgence dans une ville. Je pense évidemment à l'urgence climatique, je pense aussi à l'urgence sociale. Vous le savez, que ce soit pour les SDF ou les migrants, qui sont devenus évidemment une problématique sociale, mais aussi urbaine, très importante. Pour exemple, le centre humanitaire qu'on a mis en place dans le 18e, on avait une vraie problématique d'urbanisme, parce qu'il a fallu en moins de 6 mois, après la décision prise, que l'on bâtisse un centre humanitaire. Donc évidemment qu'il y a une urgence très forte, mais il y a aussi la place au temps long. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut avoir une appréhension qui soit à la fois du temps court, du temps de l'urgence, mais aussi une appréhension du temps long. L'aménagement demande du temps long, la vision de la ville demande du temps long, la création, qu'elle soit artistique ou autre, demande du temps long. Donc c'est vraiment une articulation et une dialectique permanente entre les temporalités. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'on avait créé à la ville, en 2001, un bureau des temps. Un bureau des temps. Anne Hidalgo, en tant que première adjointe, à l'époque, était en charge du bureau des temps. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme raillerie sur le bureau des temps, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est n'importe quoi, etc. La réalité, c'est que faire la ville demain, c'est aussi une conjonction, une agrégation et une dialectique des différentes formes de temporalité à prendre en compte. Et c'est vous aussi, que vous soyez architecte, urbaniste, ou même au niveau des élus, à prendre en compte cette exigence d'une dialectique dans le temps. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, penser la ville de demain, c'est penser le multinodal et le multimodal. Alors le multinodal, vous voyez ce que c'est, nodal avec un N, c'est en gros de passer du modèle concentrique, qui est le centre-ville, les faubourgs, les banlieues, la périphérie, à une approche polycentrée. C'est-à-dire la ville de demain, elle n'est plus construite, notamment quand elle est importante sur cette espèce de cercle concentrique successif, mais au contraire sur une dimension polycentrée qui implique donc une multinodalité et une appréhension d'un espace pluriel. Évidemment, ça veut dire moins de spécialisation dans les différents quartiers, puisque une ville au quartier spécialisé veut dire une augmentation des temps de transport parce que le trajet domicile-travail s'allonge. Et donc c'est toute une réflexion autour de la pluralité, de la polycentralité, évidemment, qu'il faut promouvoir. Donc multinodalité, mais multimodalité, et j'en viens au transport. Pourquoi multimobilité ou multimodalité ? En réalité, aujourd'hui, les déplacements motorisés, c'est 85% de la voiture individuelle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Aujourd'hui, 85% des déplacements, en France notamment, se font en voiture. La part des transports publics n'est que de 15%. C'est évidemment catastrophique. Catastrophique parce que la ville de demain ne peut pas continuer à absorber une augmentation régulière du flux des voitures et notamment des véhicules individuels. Juste pour vous faire sourire, on avait calculé et on avait fait une étude sur la part des véhicules individuels, avec une personne seule dans le véhicule, qui était sur les voies sur berge, rive gauche, quand on a fermé les voies sur berge. Et c'était 65%. C'est-à-dire 65% des déplacements sur les voies sur berge, rive gauche, étaient le fait d'une personne dans une voiture. Donc évidemment, l'enjeu de la multimodalité implique pour les transports publics de se réinventer. Et on voit d'ailleurs que les usages changent. Souvenez-vous de cette grève que vous avez tous subie, que nous avons tous subi, ces 3 mois de grève en 2018. Ça a été d'abord très différent de 1995. Alors d'abord, la RATP n'a pas fait grève, donc c'était quand même plus simple quand on n'avait que la SNCF et pas la RATP. Ensuite, le télétravail a permis
de pallier l'absence de train. Ça n'existait pas en 1995. Enfin, il y avait le covoiturage et toute une série d'autres modes de mobilité qui ont permis, d'une certaine manière, de faire en sorte que les usagers, les clients, ont pu dépasser la contrainte de la grève pour s'organiser. Qu'est-ce que ça nous dit pour demain? Ça nous dit que si les transports publics veulent prendre des pourcentages de part de mobilité à la voiture individuelle, les transports publics doivent se connecter à l'ensemble des mobilités. Demain, l'enjeu, pour la SNCF notamment, c'est de sortir un assistant personnel de mobilité, c'est-à-dire dans votre smartphone, vous aurez la possibilité d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'adresse à adresse, et l'assistant personnel de mobilité connectera les mobilités à travers de l'intelligence artificielle pour vous proposer un trajet sans couture, qui fera qu'on vous proposera par exemple d'abord un VTC, puis un tram, puis un train, et enfin un bus. Et ça, demain, dans les villes, cet assistant personnel de mobilité deviendra un élément indispensable de la régulation pour éviter la thrombose et le trafic dans les villes. C'est absolument indispensable. Et cela, évidemment, c'est une priorité absolue pour la SNCF. Si la SNCF ne le fait pas, c'est Google qui le fera. Et en réalité, quand on parle d'ouverture à la concurrence pour la SNCF, la vraie concurrence demain de la SNCF, c'est Google. Ce n'est pas les autres concurrents du ferroviaire, c'est Google. Nous devons être capables de sortir cet assistant personnel de mobilité qui aura aussi, pour les villes de demain, une composante extrêmement importante. Et en mars 2019, nous commencerons à expérimenter cet assistant personnel de mobilité. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, et on le voit à travers notamment les différentes thèses, c'est que faire la ville, en réalité, c'est décloisonner. C'est penser le complexe à la mode de Morin. Le complexe à la mode de Morin, c'est pas ce qui est compliqué. C'est ce qui s'agrège, ce qui est interdépendant. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, pour faire la ville, il y a évidemment de l'urbanisme, mais il y a aussi de la sociologie, il y a aussi de l'économie, il y a aussi une dimension artistique. Il y a toute une série de domaines qui doivent se conjuguer. On évoquait tout à l'heure dans l'étude de EY les différents métiers. En réalité, on aurait pu élargir encore le spectre avec les sociologues de la ville, avec toute une série de métiers qui participent à conjuguer leurs compétences pour faire la ville demain. On le voit notamment sur le fait que pour construire bien demain, il faut mettre du social, voire même parfois du sociétal dans la pierre. De plus en plus, vous le savez, quand il y a des grands ensembles qui sont construits dorénavant, il y a des études d'impact de sécurité qui façonnent aussi l'urbanisme et qui façonnent les bâtiments futurs. Il y a aussi, et je disais la dimension sociétale, le genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qui sont pris en compte dans l'urbanisme demain. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions sur les villes ou les rues ou les places pour se demander si elles sont aussi accueillantes pour les femmes que pour les hommes. Il y a toute une série de réflexions sur les bancs, sur l'éclairage, sur plein de choses de ce genre, ce qui montre que demain, en réalité, quand on fait la ville, que l'on soit architecte, urbanisme, on doit être pluridisciplinaire, on doit décloisonner, on doit être dans une approche sociologique, une approche économique, une approche artistique, une approche architecturale évidemment, et c'est ça qui est passionnant. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les 8 raisons de venir dans cette filière, mais c'est aussi une raison intellectuelle et culturelle qui fait que c'est passionnant. Faire la ville, c'est toucher à tout, à l'économie, à la culture. Et donc, effectivement, vous avez raison d'embrasser cette carrière, et je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur dans celle-ci. Vous le voyez, vous avez un rôle fondamental qui est un rôle en fait d'ensemblier. Demain, faire la ville, c'est pas se contenter de son couloir, c'est jouer ce rôle d'ensemblier, d'agrégateur. Et d'une certaine manière, et je m'arrêterai là-dessus, pour reprendre une formule d'Hervé Bazin dans un film qui s'appelle Le Mépris et que je retournerai, d'une certaine manière, votre rôle demain, c'est de substituer à nos regards une ville qui s'accorde à nos désirs. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathias Vichra. Je vous demande juste une petite prolongation. On va vous projeter un dessin et j'aimerais un petit commentaire en 30 secondes, 1 minute. C'est un thème que vous avez effleuré, c'est un thème qui est urgent, c'est un thème qui est capital.
c'est celui de l'urgence climatique. Oui, en réalité, je vous l'ai dit, l'urgence climatique ne peut pas être uniquement à la main des États. Si c'est à la main des États, ça ne marche pas. Parce qu'on considère d'ailleurs que les États n'ont même pas la moitié des leviers pour faire face à l'urgence climatique. D'où la nécessité, évidemment, de mettre en avant le rôle des villes. Et la réalité, c'est que, évidemment, au moment de la COP21, nous avons souhaité avoir 1000 villes qui s'unissent pour cette dimension. La deuxième chose, c'est que, en réalité, si on est sur une approche écologique qui est faite de bonnes intentions et d'un discours moralisant, ça ne marche pas, notamment dans les entreprises. Je vais vous donner un exemple avec la SNCF. La SNCF est une des entreprises aujourd'hui qui est le plus COP21 compatible. C'est normal, on fait du train, le train est à 85% électrique, il n'y a que 15% de parc diesel, donc on est le transport le moins polluant. Aujourd'hui, on est 50 fois moins polluant que la voiture individuelle et 25 fois moins polluant que l'avion. Mais si on veut que la démarche écologique, le défi climatique, s'instille dans les activités de chacun, on ne peut pas être sur un discours qui est un discours moralisant, un discours d'une certaine manière un peu lénifiant, voire un discours punitif. En réalité, il faut montrer que cette dimension-là n'est pas contraire au business, au contraire. Je ne parle même pas de la filière verte qui est évidemment florissante, etc. Mais y compris dans une entreprise comme la SNCF, par exemple, la dimension écologique est fondamentale et pro-business. Je vais vous donner un exemple. On va être en concurrence demain. On va avoir des concurrents face à nous, à partir de 2020, notamment sur TER, et à partir de 2021 sur le TGV. Eh bien, nous, on considère aujourd'hui que notre plus-value par rapport à d'autres concurrents qui vont arriver, c'est cette dimension écologique. C'est-à-dire qu'on va mettre dans notre dimension business et dans notre plus compétitif cette dimension écologique. Et c'est à partir de ce moment-là que ça marche. Et je suis convaincu, et Philippe Zivkovic aussi, puisqu'il a souhaité développer la filière bois, qui est fondamentalement écologique plus par rapport aux autres modes de construction, que par ailleurs, il ne l'a pas fait uniquement en bon samaritain. Il l'a fait aussi parce qu'il y a évidemment une très large opportunité économique. Je crois qu'aujourd'hui, les constructions en bois, c'est de l'ordre de 3% en France, contre 10, 12, 15% dans d'autres pays. Donc il y a aussi une dimension économique. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce dessin, ce que ça m'inspire, c'est qu'en réalité, il ne faut pas séparer le business de l'écologie, l'économie de l'écologie. Il faut au contraire pouvoir les marier pour que ça marche. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Un petit mot pour conclure, puisque cette soirée touche maintenant à sa fin. J'ai quelques informations à vous communiquer. D'abord, le lancement de la prochaine campagne des bourses Palladio. Lancement dans les prochains jours, et elle peut vous aider à poursuivre vos études, à avoir une formation complémentaire, deuxième master, MBA, ou même une thèse pour les plus courageux ou les plus talentueux. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Palladio là-dessus. Rendez-vous en décembre à l'occasion du CIMI pour le prix junior de l'industrie immobilière parrainé par la Fondation Palladio. Ce prix récompense un mémoire en fin de cycle qui porte un regard novateur et prospectif sur la fabrique de la ville, qui permet surtout aux lauréats de faire du networking au moment de son entrée en vie professionnelle. C'est toujours intéressant et ça peut toujours être un plus pour votre carrière. Et puis, je refais encore un petit peu la pub et la promo du Forum des métiers de l'immobilier de la ville. 21 février 2019, Porte-Maillot, au Palais des Congrès, de 9h à 19h. C'est organisé par Business Immo, que je représente ici, et puis par la Fondation Palladio, bien évidemment. Et puis vous retrouverez également les résultats de la 3e édition de l'étude lancée et menée par EY, toujours avec Business Immo et Palladio. Accessoirement, ça vous permet de trouver un stage, un emploi, un job, de faire du contact. C'est aussi ça, les métiers de l'immobilier, de la fabrique de la ville, c'est aussi du contact. Merci beaucoup, merci à tous. Avant d'appeler les lauréats et leurs parrains et marraines, je vous invite à vous précipiter au premier étage pour voir l'exposition Capital agricole, Capital sans E, agricole, au premier étage du pavillon de l'Arsenal. Et puis sinon, pour les autres, il y a un petit verre de jus de pomme ou de coca qui vous attend derrière.
Merci et bonne soirée.